Chers téléspectateurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir à ce 7e numéro du journal télévisé de l'ISRA, qui est le compte rendu des différents événements qui ont rythmé la vie de l'Institut durant ces dernières semaines. Le sommaire, c'est tout de suite. Le BAM renoue avec ses cycles de conférences dénommés Mardi du BAM. Dans ce journal, vous aurez la synthèse des 24e et 25e éditions. Valorisation des résultats de la recherche. Nous vous ferons le compte rendu du lancement du projet Variva coordonné à l'ISRA par l'UNIVAL. Prenons le grand bleu à présent pour parler du renforcement de capacités d'acteurs de la pêche, dont les agents du CROT, sur l'évaluation des impacts potentiels des activités pétrolières et gazières offshore au Sénégal. Revenons sur la terre ferme avec le PPATRD qui a tenu des ateliers à Ziguinchor et à Bambey pour échanger sur ses activités à quelques mois de sa clôture prévue en novembre prochain. Nous consacrerons notre rubrique Immersion au CRA de Djibélor où nous allons faire découvrir une panoplie de variétés d'agrumes et de manguiers entre autres. Et enfin, pour clôturer cette édition, nous recevons le directeur du CNRF dans notre rubrique Invité, Dr Tamsir Mbaye. Nous aborderons avec lui les sujets relatifs aux missions et activités ainsi que les perspectives du centre. C'est tout pour le sommaire et tout de suite le développement. Nous démarrons ce journal par la relance des mardis du BAM après quelques moments de pause. Oumar Lo nous fait la synthèse des 24e et 25e éditions qui ont connu un franc succès. Après une longue pause, le Bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA renoue avec ses mardis du BAM. Il s'agit de moments forts d'échanges et de débats scientifiques sur des sujets d'actualité et à fort enjeu. La production de blé au Sénégal et l'analyse prospective pour l'action publique ont été choisis pour marquer la reprise de ces rendez-vous scientifiques. Ainsi, à l'occasion de la 24e édition, des scientifiques et spécialistes du blé ont abordé les enjeux agronomiques, socio-économiques et politiques autour de la production du blé au Sénégal. D'autres questions en lien avec le thème du jour, à savoir les perspectives offertes aux nouvelles variétés homologuées par l'ISRA et l'avenir des céréales locales, ont également été soulevées et débattues à travers des présentations, des animations et des échanges. Quant à la 25e édition, présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé, l'accent a été mis sur l'analyse prospective pour l'action publique au XXIe siècle. Tout en saluant l'initiative, le ministre a rappelé la responsabilité d'un État moderne à l'aune du futur. Chers collègues invités, il me plaît de rappeler le lien étroit entre la prospective et la planification depuis les premières heures de l'indépendance jusqu'à nos jours pour l'État du Sénégal. Toutefois, il sera important de se poser la question du devenir de cette vision à l'aune de l'action publique dans ses diverses formes. En effet, que reste-t-il aujourd'hui au Sénégal de la place de la prospective stratégique? En effet, la responsabilité d'un État moderne est de repenser son action publique à l'aune du futur. Le futur, comme vous le savez, s'appréhende au travers d'instruments sans fatalité. Animateur de cette conférence, le président de la commission d'évaluation des politiques et programmes publics a mis le curseur sur la nécessité de cultiver la prospective dans nos actions publiques. Par là, M. El Hadj Ibrahim Sall a suggéré la voie à suivre pour anticiper le futur afin de maîtriser notre avenir. L'idée essentielle, c'est de regarder ce que l'on appelle l'analyse prospective, comment les pouvoirs publics peuvent s'appuyer sur la prospective pour justement bâtir, construire des politiques publiques qui tiennent et essayer donc de bâtir une société du futur. Puisque essentiellement, mais il s'agit donc d'anticiper le futur et de maîtriser notre avenir et de donner à notre avenir la direction et le sens que nous souhaiterions lui donner. Pour la directrice du BAM, Dr Astou Diao Camara, l'importance d'une telle rencontre sur la prospective réside dans les questions que doivent se poser les décideurs dans leur manière de penser le futur. Le sujet de la prospective, c'est comment explorer le futur pour agir dans le présent. Donc on va dans le futur, c'est comme si on rêvait de lendemain, de ce qu'on veut pour nous, ce qu'on veut pour nos générations actuelles, nos générations futures. Ce qui est important, c'est une fois qu'on a exploré les futurs, comment aujourd'hui on se ferait des chemins d'action pour y arriver.
Comment on peut arriver au scénario qui nous plaît le plus? Comment on peut éviter un scénario chaos qu'on ne veut pas? Donc c'est ça l'idée de la prospective. Donc nous instaurons ce débat-là aujourd'hui à l'ISRA, parce qu'à l'ISRA, les recherches alimentent les décisions de politique publique pour la nourriture des Sénégalais, pour la préservation de l'environnement du Sénégal, etc. Invité de marque de cette matinée d'échange, le médiateur de la République, M. Demba Kandji, a félicité l'ISRA pour la qualité de ses recherches, notamment sur le blé, actuellement au cœur des préoccupations des populations. Créer un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable, c'est l'objectif du projet Varivar dans 4 pays ouest-africains, dont le Sénégal. Ibrahim Diop nous fait ici le reportage des temps forts de la cérémonie de lancement des 4 projets tiers du Sénégal, dont l'un est porté par l'ISRA à travers l'UNIVAL. La faible valorisation des résultats de la recherche limite les possibilités de développement économique, d'emploi et de satisfaction des demandes du marché. Pour y remédier, l'AUF a mis en place le projet Variwa dans 4 pays ouest-africains, dont le Sénégal. La cérémonie de lancement des projets tiers au Sénégal était l'occasion pour la directrice de l'agence de revenir sur la pertinence du projet, dont l'UNIVAL assure la coordination à l'ISRA. Ce projet y répondait à des attentes, à des besoins évidents. Le sentiment qu'il y a beaucoup de recherche dans nos pays, beaucoup de recherche, beaucoup de talentueux chercheurs, mais pas assez de brevets, mais pas assez de partenariats publics-privés, mais pas assez d'impact socio-économique de la recherche. Dans quelle mesure la recherche répond véritablement aux exigences en matière de développement des pays qui sont les nôtres? C'est ça la question à laquelle tente de répondre le projet Variwa. Quand on a la recherche de qualité, il faut obligatoirement penser à la valorisation. Et la force de ce projet, c'est de ne pas travailler avec 1 ou 2 chercheurs. C'est d'abord de travailler avec l'institutionnel, le politique. Des agences nationales de la recherche, c'est d'abord des ministères. En rappelant les objectifs du projet, le directeur de l'innovation, de la valorisation de la propriété intellectuelle et du transfert technologique du ministère de l'Enseignement supérieur a salué cette démarche visant à créer un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation. C'est un projet très important, comme on a eu le dire, donc, pour notre pays et pour la sous-région. C'est un projet donc, qui concerne 4 pays de la sous-région, donc le Sénégal, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Les Sénégalais donc, ont pu avoir donc, 4 projets parmi les 14. Il y a un projet au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal, donc, qui est relatif à la formation en transfert technique et en propriété intellectuelle. Il y a un projet donc, aussi sur les matériaux donc, de construction, locaux de construction, donc, au niveau de l'ESP et de l'UCAP. Donc, il y a un projet aussi donc, de valorisation des médicaments traditionnels, donc là aussi pour l'UGB. Et donc il y a un projet aussi d'accompagnement, de mise en place donc, des plateformes donc, de valorisation qui a été qui est piloté par l'ISRA, l'ITA et l'IAM. Face aux effets du changement climatique, le Sénégal doit mettre en place des stratégies endogènes qui s'appuient sur la recherche pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. C'est la conviction du directeur du CNRF qui animait un panel en marge de la FIARA 2022. Suivons dans cet élément une partie de la communication de Dr Tamsir Mbaye. Dans le cadre de la FIARA 2022, l'ISRA a participé au panel sur le défi de la souveraineté alimentaire face au changement climatique et choc géopolitique. Dr Tamsir Mbaye, qui y intervenait, a de manière simple décliné la notion de souveraineté alimentaire. Quand on parle de souveraineté alimentaire, des fois il y a des définitions très intellectuelles qui sont vraiment des fois difficiles à comprendre. Moi, j'ai tendance à les simplifier. Quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est manger à sa faim, mais avoir le choix de ce qu'on mange. Pour donner des réponses aux nombreuses problématiques auxquelles font face l'agriculture et le développement économique du Sénégal, le directeur du CNRF a indiqué la voie tracée par l'ISRA en tant que maillon incontournable en amont dans le dispositif de sécurité alimentaire pour arriver à la souveraineté alimentaire.
Si c'est une production agricole, on doit savoir quelles sont les contraintes auxquelles ces communautés sont confrontées et traduire ces contraintes en actions de recherche pour arriver à des innovations techniques. Mais l'innovation technique ne va pas suffire. L'innovation technique doit avoir une portée sociale pour être acceptée. Mais la portée sociale et l'innovation technique ne suffiront pas. Il faudrait que sur le plan économique, qu'il y ait une viabilité. En définitive, l'idée est d'améliorer les performances du secteur en s'appuyant sur la génération et la dissémination de connaissances de nos technologies agricoles, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs et de leurs organisations. Intéressons-nous maintenant aux activités pétrolières au Sénégal avec le projet Gérer durablement les impacts des activités pétrolières et gazières qui a outillé les acteurs de la pêche dont des agents du CROT pour anticiper sur l'évaluation des potentiels impacts sur leurs activités. Notre reporter nous en dit plus dans cet élément. Le premier baril de pétrole produit au Sénégal est attendu en 2023. Pour anticiper les effets liés aux activités y afférentes, le projet Gérer durablement les impacts des activités pétrolières et gazières a organisé un atelier de renforcement des agents d'institutions de recherche, des universitaires, de l'administration sur l'évaluation des impacts potentiels des activités et de suivi de pollution gazière et pétrolière offshore au Sénégal. Nous avons organisé en fait l'atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Gérer durablement les impacts des activités pétrolières et gazières, donc qui est constitué de 6 stratégies et la stratégie 3 système d'information et suivi de la pollution marine est mise en œuvre par le CROT. Donc dans cette stratégie, il a été défini un plan d'action et dans le plan d'action, il y avait une activité concernant le renforcement des capacités des institutions de recherche, les universitaires, mais aussi l'administration. L'atelier a pour objectif donc de mettre à la disposition des participants des outils d'évaluation en fait, des impacts, mais aussi des outils de suivi de la pollution marine. Pour les besoins de cette formation, le projet s'est attaché les services de spécialistes de la question. Cette formation a été l'occasion pour nous de partager le peu de connaissances que nous avons concernant les impacts de ces activités pétrogazières sur le milieu marin, mais également les mesures qui peuvent être mises en place pour réduire ces impacts, les impacts résiduels qui vont découler après la réduction de ces impacts potentiels, mais également la surveillance, donc qui va regrouper l'ensemble des mesures de mitigation que la compagnie doit appliquer, ainsi que le suivi qui va permettre en fait de pouvoir identifier des impacts qu'on n'avait pas forcément identifiés au départ, ou en tout cas de vérifier que tous les impacts que nous avons prévus se sont réalisés et que les mesures de mitigation sont efficaces. De l'avis de ces bénéficiaires, ce renforcement de capacité leur facilitera la surveillance et le suivi au niveau des plateformes d'exploitation du gaz et du pétrole. Cette formation nous a permis vraiment de renforcer nos capacités pour mieux voir les outils pour faire la surveillance et le suivi des impacts liés aux activités pétrolières et gazières, surtout les micropolluants. Cette formation de 3 jours s'inscrit dans la stratégie 3 du projet qui porte sur le système d'information et de suivi de la pollution marine mise en œuvre par ISRA CROD. Allons maintenant à Ziguinchor et à Bambey avec le PPAT-RD qui a tenu 2 ateliers à quelques mois de sa clôture prévue en fin novembre prochain. Synthèse signé Ngone Diouf Ndiaye. À quelques mois de son terme, le projet PPAT-RD a organisé 2 ateliers en partenariat avec les universités de Ziguinchor et de Bambey. Dans la capitale du Sud, il s'est agi de réfléchir sur l'impact des mesures d'adaptation au changement climatique et du désenclavement sur la production agricole en Casamance. Un choix salué par le directeur du CRA de Djibélor. La Casamance a bénéficié d'énormes investissements pour le développement agricole. Mais quand on parcourt la Casamance à l'instant, on a l'impression que c'est une région qui n'a jamais bénéficié d'investissement et de financement. C'est en cela que c'est pertinent que l'on puisse vraiment évaluer et revoir les impacts des changements climatiques et par-delà même
des différents investissements pour le développement agricole de la Casamance. À Bombay, les acteurs ont échangé sur la durabilité des périmètres maraîchers collectifs dans le bassin arachidier avec à la clé ces recommandations du coordonnateur national du projet. L'intérêt de cet atelier, c'est de partager les connaissances scientifiques, empiriques, sur la conduite de l'horticulture dans le bassin arachidier. Parce que le bassin arachidier est une zone où, jadis, il y avait un bon développement de l'horticulture, notamment dans les régions de Kaolack, de Diourbel, etc., de Fatick, et que ceci a disparu par le fait de deux facteurs principalement, le front urbain et les impacts négatifs des changements climatiques, qui impactent sur les ressources en eau et sur la qualité du sol. Donc des travaux ont été faits par les chercheurs, des expérimentations ont été faites de manière empirique par les producteurs, et aujourd'hui c'était l'occasion de s'asseoir et voir comment partager ces expériences communes de manière à voir par rapport aux prévisions qui sont faites sur le changement climatique en termes de température qui va faire augmenter les besoins en eau des plantes, en termes de dégradation des sols. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur pour, en tout cas, le mouvement qui est enclenché aujourd'hui de faire redévelopper l'horticulture dans le bassin arachidier puisse réussir et rester durable. Donc l'ISRA, à travers le BAM, a pu démontrer que les périmètres collectifs non accompagnés ne sont pas durables. J'en profite pour lancer un appel aux partenaires techniques et financiers pour leur dire que les périmètres collectifs non accompagnés dans le bassin arachidier ont besoin d'un appui pour être vraiment durables et compétitifs. Notre rubrique Immersion s'intéresse au CRA de Djibélor. Avec notre reporter, nous allons à la découverte de ce centre qui prend en compte les problématiques de recherche de la Casamance. Couvrant la moyenne et basse Casamance, le CRA de Djibélor y prend en compte les préoccupations des acteurs de l'agriculture au sens large. Avec une équipe multidisciplinaire, des articulations appropriées sont mises en œuvre pour répondre aux besoins des bénéficiaires de la région. Le CRA de Djibélor, c'est une synthèse de l'ISRA même de façon générale, même si le CRA de Djibélor représente l'ISRA dans l'agroécologie de la Casamance. Notre programme est synthétisé en 4 thèmes. Le thème 1, c'est la connaissance de la zone agroécologique. Le thème 2 est relatif à l'amélioration des itinéraires techniques. Le thème 3 est relatif à la dissémination des résultats de la recherche. Et le thème 4 à la gestion des ressources naturelles. Au CRA de Djibélor, nous intervenons dans 3 à 4 grands domaines. Il y a la production de semences, qui est une activité phare dans le cadre de l'atteinte des objectifs de l'autosuffisance en riz. Il y a les activités qui concernent l'arboriculture d'une manière générale, l'horticulture aussi, l'arboriculture et le maraîchage. Et enfin, tout ce qui est lié à la gestion de la fertilité des sols, c'est-à-dire la santé des sols, on a des activités qui sont menées là-dessus. Maintenant, par rapport à l'impact de nos activités dans le vécu des populations de la basse et moyenne Casamance, qui est notre zone d'intervention, nous avons acquis beaucoup de résultats depuis la réouverture du centre en 2008, surtout dans les domaines de la gestion de la fertilité des sols, avec comme solution l'utilisation de plusieurs technologies pour lutter contre les contraintes telles que la salinisation des rizières, la toxicité aussi des rizières, ainsi que l'acidification. Maintenant, par rapport à la production de semences, comme je l'ai dit, qui est une activité phare dans le cadre du PANAR, chaque année, nous produisons des semences de niveau G3 qu'on met à la disposition des projets et programmes qui vont les distribuer aux populations bénéficiaires. Surtout sur le riz, parce qu'on veut vraiment contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en ce qui concerne cette céréale. Il y a aussi l'agropole, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est arboriculture, on travaille avec eux et on leur donne des technologies qui permettent d'améliorer substantiellement les productions horticoles. En somme, les missions du CRA de Djibélor constituent la synthèse de celle de l'ISRA. La preuve par la production et la diffusion de technologies dans les différents domaines de recherche de l'Institut.
L'introduction du volet horticole a permis maintenant à l'érection de différents blocs maraîchers un peu partout dans la Casamance. Alors, ce centre aussi a servi de pépinière régionale. On a eu à ériger ici une collection essentiellement constituée d'agrumes avec une très grande diversité. Donc là, avec l'aide de INRA Corse, je fais déjà introduire 7 porte-greffes et il va s'en suivre 30 variétés d'agrumes, que ce soit des pomelos, des pamplemousses, des oranges, des tangelos, des mandarines, des citrons et tout ce qui suit. Nous faisons la production animale. Alors donc on a déjà commencé par une porcherie et aux côtés de la porcherie, nous avons un rucher fort de 20 ruches que nous développons et que nous suivons. Là nous sommes dans c'est ce que j'appelle la manguerée, c'est notre collection. Et ça c'est une variété, c'est ce qu'on appelle la hostile. C'est une variété que j'ai ramenée d'Espagne. Alors donc, et là, moi, je me rends compte que nous sommes à la deuxième année parce que c'est une collection que j'ai créée il y a juste 2 ans. À la deuxième année, le pied, banalement, il peut nous faire plus de 10 kilos. C'est la deuxième année. Alors, si je travaille bien pour la prochaine année, banalement, on pourra se retrouver à 40 kilos au pied. Pour clôturer cette édition, nous recevons le directeur du CNRF dans notre rubrique invité. Avec Dr Tamsir Mbaye, nous allons aborder les sujets relatifs aux missions, activités et perspectives de ce centre. Le CNRF fait partie des centres, des institutions de recherche tropicale qui ont été réunies pour former l'Institut sénégalais de recherche agricole en 1974. Donc c'est un centre qui a pour principale mission de travailler à la génération de connaissances et à la mise en place de techniques et de technologies pour permettre une meilleure productivité des systèmes forestiers et agroforestiers. Il a eu à travailler et obtenir des acquis dans la sylviculture, l'aménagement forestier, l'agroforesterie, les aspects de génétique quantitative et qualitative liés aux espèces ligneuses, à la biodiversité, mais également à tous ces aspects de microbiologie forestière. Mais on n'oublie pas également l'accompagnement du CNRF à toutes les activités de renforcement de la résilience des communautés à travers des stratégies d'adaptation liées au changement climatique, de même que l'atténuation avec un effort constant dans l'amélioration des systèmes de production ligneuse pour avoir des stocks de carbone de plus en plus importants. Au milieu des années 80, il y a eu une disponibilité en eau douce et le CNRF a beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé la luniculture irriguée, c'est-à-dire l'introduction d'espèces ligneuses dans cette zone du Sénégal marquée par la disponibilité de l'eau avec le barrage. Si vous venez au niveau du Ferlo, la zone sylvo-pastorale, il y a eu d'importantes recherches pour l'introduction d'espèces adaptées à ce type de climat, à ce type de zones soumises à des conditions climatiques extrêmes. C'est le cas des acacias où plusieurs travaux ont été faits. Actuellement, il y a un projet qui démarre pour 3 ans sur la restauration des terres dégradées dans cette zone, surtout dans la zone d'emplacement de la Grande Muraille Verte. Quand vous venez au niveau du bassin arachidier, avec cette prégnance de la dégradation des terres liée à la salinisation, le CNRF depuis les années 80 a travaillé à des stratégies de lutte mécanique, biologique, chimique, de récupération des terres dégradées. Et la dernière nouveauté, c'était de lier
tout ce travail de récupération des terres dégradées a des aspects de gouvernance foncière locale et de prise en charge d'intérêts de groupes sociaux vulnérables, surtout les femmes. Il y a l'exemple dans la commune de Diouroup du terroir de Fayil où 1 hectare de terre complètement abandonné a été récupéré grâce aux activités du CNRF et remis au groupement des femmes. De plus en plus, le CNRF est présent dans les grandes réunions internationales comme la COP sur la désertification, la COP sur les changements climatiques. Aussi, le CNRF travaille avec certaines institutions sous-régionales pour mieux exister. Je peux prendre le cas de l'ICRAF qui collabore beaucoup avec le CNRF sur les questions agroforestières. Le CNRF également est membre du pôle pastoralisme et zones sèches via la participation de l'ISRA depuis 20 ans et ça permet à des chercheurs du CNRF d'être connectés avec tout cet écosystème de chercheurs et de praticiens qui tournent autour du pastoralisme, mais du pastoralisme centré aussi sur l'arbre. Le CNRF doit être un endroit où on retrouverait l'essentiel des espèces en voie de disparition ou disparues. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons entreprendre un reboisement pour renforcer l'arboretum qui est au niveau du CNRF avec des espèces de plus en plus menacées, voire complètement disparues dans plusieurs zones. Mais nous avons également comme ambition de travailler avec les collectivités territoriales. Parce que l'idée que nous avons, c'est que si nous arrivons au niveau de chaque commune à avoir 2 hectares clôturés avec les principales espèces par lesquelles les communautés se soignaient, on arriverait à préserver une bonne partie du patrimoine génétique et on renforcerait toutes les activités en lien avec la pharmacopée. Merci à l'équipe de l'Unival pour cet entretien. Chers téléspectateurs, c'était là le dernier élément de cette édition que vous pourrez retrouver sur nos différentes plateformes digitales. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.